Je voudrais vous parler de cette justice que nous attendons toutes, tous et toutes, contre la corruption, d'une justice que nous voudrions forte et chevronnée. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune génération de magistrats. Des magistrats qui sont parfaitement conscients des dangers de la corruption, qui sont parfaitement conscients des enjeux économiques, des enjeux démocratiques, qui sont résolus à prendre le fléau à bras-le-corps, qui sont résolus à faire appliquer la loi, et qui ont parfaitement compris que si on veut vraiment lutter contre cette corruption, il faut s'adresser aux entreprises, ce sont elles qui pourvoient les pots de vin, et il faut les faire renoncer à cette fameuse arme commerciale qu'est le pot de vin. Pour parvenir à cette fin, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut réussir à faire transformer ce bénéfice économique qu'est la corruption en un déficit. Et pour ce faire, il y a bien sûr l'arme de la justice pénale. Et c'est certainement l'une des convictions de la justice d'aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on essaie au niveau juridique de faire aujourd'hui, c'est de faire monter ce qu'on appelle la menace judiciaire, de faire monter les risques de sanctions pénales ou de sanctions autres, hein, ça peut être des sanctions administratives, mais enfin en tout cas des sanctions qui soient dissuasives. Alors, en cette fin d'année 2016, nos magistrats sont plutôt motivés. La loi Sapin 2 vient d'être adoptée, elle offre de nouveaux outils. La nouvelle législation prévoit la création d'une agence anticorruption qui aura de vrais pouvoirs répressifs. Donc cette agence va sanctionner les entreprises si elles ne préviennent pas en leur sein la corruption. C'est ce qu'on appelle la fameuse conformité anticorruption. Deuxièmement, cette nouvelle législation autorise les magistrats, et en particulier les magistrats du parquet financier, à transiger. Alors, transiger contre la corruption, au début on est un petit peu perplexe, et c'est vrai que c'est une petite révolution, mais c'est extrêmement important parce que ça va permettre à la justice de sanctionner des faits de corruption sans qu'on ait la preuve judiciaire de ces faits de corruption. Et vous le savez tous ici, hein, l'immense difficulté en matière de sanction de la corruption, c'est d'avoir des enquêtes pénales qui parviennent à prouver les faits. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va sanctionner comme ça dans le vide, il faut quand même un point de départ. Et ce point de départ, ce serait la reconnaissance des faits par l'entreprise. La reconnaissance des faits par l'entreprise. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'une entreprise va reconnaître les faits, dire bonjour monsieur le procureur, madame le procureur, voilà les faits, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'est possible ça? Eh bien, je pense que c'est possible si l'entreprise craint l'enquête pénale, si l'entreprise a peur de l'enquête pénale. Et c'est pour ça que l'on a besoin de plus en plus d'une justice qui soit crédible dans le sens où elle fasse peur à ceux qui peuvent corrompre. Donc voilà le grand sujet de l'après-loi Sapin 2. Comment est-ce que nos magistrats peuvent faire peur aux entreprises? Est-ce que, quand on est un magistrat qui est susceptible d'être muté, rétrogradé, mis au placard, si on travaille bien, un peu trop bien peut-être, contre la corruption, est-ce qu'on peut être dissuasif? Est-ce qu'on peut inciter des entreprises à venir reconnaître les faits? Certainement pas, évidemment. On le dit depuis des années, nous avons besoin de cette réforme constitutionnelle que nous attendons depuis longtemps. Nous avons besoin de cette réforme constitutionnelle qui protège les carrières des magistrats, qui fasse en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de coups bas des pouvoirs influents, politiques, contre les parquetiers qui font leur travail. Donc je pense que cette revendication reste capitale, cette revendication de protection des magistrats du parquet dans leur nomination et leurs avancements de carrière. Et puis, il y a la réalité de l'entreprise. L'entreprise est complexe, elle est partagée entre la recherche du gain et d'autre part le respect de l'éthique. Elle est disloquée entre filiales étrangères, succursales, sous-traitance. Elle est tiraillée entre les services commerciaux, les services marketing d'une part, les revendications des actionnaires d'autre part, la recherche d'une certaine sécurité financière certainement aussi.
Alors dans toutes ces nébuleuses, dans certaines grosses nébuleuses, qui applique concrètement la conformité anti-corruption? Eh bien, c'est une question extrêmement compliquée pour un magistrat qui, bien sûr, regarde tout cela de l'extérieur. Comment distinguer un programme de conformité de façade d'un programme de conformité qui a un véritable protocole crédible et appliqué, mis en œuvre au quotidien contre la corruption? Même quand une entreprise reconnaît les faits, est-ce qu'elle va reconnaître tous les faits? Non, évidemment. Non, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle reconnaisse tous les faits. Mais on veut évidemment qu'elle reconnaisse une partie importante des faits, ou au moins une partie significative des faits. Et comment est-ce qu'on va contrôler ça? Eh bien sûr, là encore, nous avons besoin de magistrats qui vont reprendre l'enquête d'une certaine manière. Donc, ça signifie que c'est encore toute une série de questions qui se posent. Et l'amende de transaction. Comment est-ce qu'on va calculer l'amende? Bien sûr, on va prendre en considération les bénéfices qu'ont pu procurer la corruption, mais alors est-ce qu'on prend les bénéfices nets, les bénéfices bruts? Est-ce qu'on prend les fruits des placements qui sont issus de la corruption? Quelle somme, quel montant? Comment on fait? Quel type d'injonction? Tout cela reste évidemment difficile. Naturellement, vous aurez les avocats des entreprises qui vont tout faire pour enfumer les magistrats d'une certaine manière, leur faire croire que les bénéfices de la corruption sont beaucoup moindres que ce qu'ils pensaient. Bien sûr, on entendra de nouveau plaider la viabilité économique de l'entreprise, la préservation des emplois, la réputation du secteur économique, toutes ces anciennes que nous connaissons et qui peuvent évidemment torturer un magistrat. Alors, comment tenir bon? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut tenir cette pression sur les entreprises sans déboulonner, sans s'écrouler, et puis en restant bien sûr équitable vis-à-vis de l'entreprise, hein. Il ne s'agit pas de faire tomber la malhonnêteté de l'autre côté. On peut tenir bon, me semble-t-il, quand on maîtrise bien son business, quand on maîtrise bien son affaire, son business pour un magistrat, vous voyez. Quand on maîtrise bien les choses, quand on connaît toutes les ficelles du métier, quand on est un espèce de vieux loup de mer, ou un singe à qui on n'apprend plus à faire des grimaces. Et pour en arriver là, eh bien, il y a un mot magique, même quand on est en début de carrière, il y a un mot magique qui est le mot formation. Alors, je viens de l'université, je ne suis pas venue ici pour prêcher pour ma paroisse, ni même pour prêcher nécessairement pour l'École nationale de la magistrature. Mon propos est de dire qu'il est très important de former les magistrats, que nos magistrats soient formés sur le terrain, qu'ils soient formés dans la pratique, dans les milieux où se vivent et où se contrecarrent en pratique les phénomènes de corruption. Alors allons-y. Allons-y tous en équipe. Il existe sur la planète des parquets très expérimentés, et pas seulement à Washington. Depuis l'affaire Siemens, on est bien renseigné en Allemagne aussi, à Munich notamment, mais dans d'autres villes. À Londres aussi, on sait que des compétences se développent sur la conformité et aussi sur la préparation des transactions. Je suis convaincue qu'il faut que nos magistrats aillent se former à l'étranger. La corruption est transnationale depuis un demi-siècle. Et les enquêtes alors? Et la réponse? La compétence des parquets ne peut peut-être pas, elle aussi, d'une certaine manière, se transnationaliser, passer les frontières. Je fais partie des gens qui sont convaincus des échanges internationaux. Puis il y a l'entreprise, ce géant qu'on ne maîtrise pas. Eh bien, allons-y dans l'entreprise, et pas seulement 15 jours en stage d'initiation, comme on fait parfois dans certaines formations. Je pense que très vite, il faut que des magistrats entrent dans l'entreprise, entrent dans les services de conformité pour quelques années, pour 2, 3, 4 ans. Bien sûr, il faut qu'ils reviennent ensuite. Il ne s'agit pas qu'ils restent en privé, il faut qu'ils reviennent dans le public. Il faut qu'ils reviennent à la magistrature. Et surtout, il faut bien choisir l'entreprise. On sait qu'il y a des entreprises plus vertueuses, plus compétentes que d'autres sur les questions de lutte contre la corruption. On dit que Siemens est devenu leader en conformité anticorruption. Alors ça se comprend parce que, vu les quelques milliards d'amendes qu'ils ont payés en 2008, eh bien, il y a eu un investissement qui s'est fait. Eh bien, c'est dans ce genre d'entreprise, il y en a d'autres bien sûr, c'est dans ce genre d'entreprise que je rêverais de voir nos magistrats se former et devenir très chevronnés contre la corruption. On ne s'improvise pas spécialiste de l'anticorruption, même quand on est un bon magistrat. C'est un plan de carrière.
c'est presque une vocation. Mais en tout cas, c'est un plan de carrière. Et alors, qu'est-ce que nous attendons du pouvoir politique? Qu'est-ce que nous attendons de la chancellerie, ici, précisément? Eh bien, qu'elle soutienne ces carrières, qu'elle les soigne, qu'elle les valorise, qu'elle les récompense. Voilà, c'était ma petite histoire, pour vous dire que la loi ne fait pas tout, qu'il faut des hommes et des femmes qui font appliquer ces lois, à qui on donne la compétence, la force et les moyens de l'appliquer pour que justice soit faite. Merci beaucoup. Merci Juliette Leguer.